Bonjour Madame Ernaud, merci de nous recevoir ici au château de Mathaux. Vous venez de recevoir une distinction vaudoise de patrimoine suisse. C'est vraiment magnifique, félicitations pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bonjour, d'abord bienvenue au château de Mathaux. C'est vrai que nous avons été très honorés de recevoir cette distinction vaudoise 2024 qui est décernée tous les 2 ans de patrimoine suisse, qui est décernée donc à la propriétaire et à son architecte conjointement pour la rénovation du manège, une des dépendances du château de Mathaux. Quels sont les objectifs de conservation patrimoniale que vous avez atteints? Alors, l'objectif essentiel pour nous, c'était de concilier les exigences de patrimoine, c'était véritablement d'intéresser la nouvelle génération pour pérenniser le château de Mathaux et le transmettre aux nouvelles générations, à nos enfants. Oui, c'est un beau projet. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du château au cours des siècles? Oui, alors la maison que vous voyez là, derrière moi, c'est une maison qui a été à l'origine construite par le bailli bernois Humbert de Diesbach. En 1603, donc, il a construit cette maison qui était en fait un rectangle avec une seule petite aile sur la droite et qui ne paraissait pas, qui n'avait pas du tout cette façade ainsi avec les 3 frontons particuliers. Sa famille est restée 150 ans environ. Il n'y a pas habité tout le temps dans cette maison qui était assez peu confortable, assez vétuste, assez spartiate comme ça, puisqu'elle était pour les retours de chasse. Et puis au fur et à mesure des générations qui se sont suivies de sa famille, ils y sont habités toute l'année. Et puis d'ailleurs on peut retrouver dans un des jardins qu'on verra peut-être tout à l'heure, le chœur de la chapelle de Mathaux, dans laquelle était enterrée une de ses descendantes, Amélie Elisabeth de Diesbach. Puis la famille de Diesbach a vendu au milieu du XVIIIe siècle à un baron hollandais qui prenait sa retraite de Versailles. Il avait fait toute sa carrière à Versailles, il s'appelait Gaspard de Burman et il est venu s'installer ici, il a acheté la propriété et il a fait intervenir son architecte dont on n'a pas retrouvé la trace. Donc en 1765, il a racheté le domaine et il a fait des grands travaux pour améliorer le confort de la maison et des jardins. Et lui a beaucoup transformé la façade. Vous voyez donc ces trois frontons. Il a fait intervenir un de ses architectes dont je vais parler tout à l'heure, qui a marié le baroque hollandais. On retrouve dans la forme de ces frontons souvent ce qu'on voit le long des canaux à Amsterdam, à l'architecture palladienne, qui est cet architecte Andrea Palladio du XVIe siècle, qui a fait ces belles villas palladiennes dans le nord de l'Italie et dont je dirais les traits communs étaient la symétrie, les colonnes et les escaliers. Et on retrouve pleinement ces 3 éléments mariés à ce baroque hollandais. Il a construit ce manège en 1772, j'ai encore l'acte authentique d'achat du terrain aux voisins. Et il a désiré avoir un bâtiment pour y loger non seulement son personnel dans la partie haute, on voit les mansardes là qui donnaient sur la cour et qui avaient le soleil levant. Et puis au rez-de-chaussée, il y avait les écuries et un grand rectangle de sable vide pour pouvoir voir ces chevaux s'exercer. Donc la construction 1772, presque 250 ans de vie. Et lui et sa famille sont restés environ 50 ans. Il a été utilisé comme manège proprement dit pendant 50 ans seulement. Puis sa famille s'est éteinte, sa fille a vendu. Donc ensuite notre famille est arrivée en 1848 et je suis la 5e génération. Moi j'y vis depuis 1966
Et j'ai fait quelques années d'interruption pour mes études à Lausanne et je me suis installée définitivement en 1986 avec ma famille, mon mari, mes enfants et on y vit toujours. Et la génération suivante est déjà là puisqu'elle habite maintenant dans le manège qui a donc été rénové et qui maintenant reçoit un appartement pour mes enfants et 4 chambres d'hôtes. Il y a eu un peintre suisse qui a habité ici. Exactement, Louis Rivier. Louis Rivier, mon grand-père, s'est installé avec ses 8 enfants ici dès 1939 et il a continué à peindre, il a installé son atelier dans une des dépendances qui étaient utilisées anciennement par les calèches parce que c'était très vaste. Donc vous avez beaucoup de toiles de votre descendant. Bien sûr, on a vécu, on a grandi comme enfant puisque j'ai vécu ici avec mes parents et mon frère depuis 1966. On a vécu dans les salons avec des tableaux de mon grand-père et on a toujours beaucoup apprécié son art. Et d'ailleurs, il y a quelques églises de la région qui sont garnies par des œuvres d'art. Il a fait des vitraux aussi à la cathédrale de Lausanne. Il a décoré pas mal d'églises. Il a fait donc pas mal de décorations religieuses, mais également des peintures, des paysages et des portraits. Merci beaucoup, Madame Ernaud. Nous allons vous suivre tout à l'heure dans les jardins. Mais en attendant, nous allons voir Monsieur Worlet, architecte, pour qu'il nous parle des rénovations. Bonjour, Monsieur Worlet. Bonjour, Madame Campanile. Je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Worlet Guy, je suis chef de projet et directeur de travaux au bureau Dolci Architecte. Et au bureau Dolci, j'ai donc la responsabilité de tous les secteurs patrimoine que le bureau traite avec ses clients. Alors, nous sommes aujourd'hui, et je suis très content de pouvoir vous présenter l'objet, au manège du château de Mathot. Là, nous entrons actuellement dans, je dirais, le hall du manège, qui étaient les anciennes écuries où se trouvaient à l'époque les chevaux. Et toutes ces parties ont été maintenues, donc après entretien, maintenues dans leur état, autant au niveau thermique qu'au niveau architectural, où on n'a pas eu de gros changements, simplement des restaurations au niveau des bois de support du fenil, étant donné que sur les écuries se situe le fenil, qu'on aura l'occasion de découvrir après, qui est devenu en fin de compte un salon magistral. La particularité de ce projet, ça a été en fin de compte de pouvoir réaliser à l'intérieur du manège, pour pérenniser le manège et le domaine, réaliser des chambres d'hôtes et un appartement, et ça a été conçu dans un concept de la boîte dans la boîte. Oh, mais c'est magnifique ici. Monsieur Worlet, vous pouvez me parler du concept de la boîte dans la boîte? Mais avec grand plaisir. Quand on est rentré tout à l'heure, donc on est arrivé donc par les anciennes écuries, qui étaient en fin de compte, les écuries se trouvaient sur le côté du manège. Et puis là, on est justement dans l'espace, on peut le voir ici, du manège proprement dit, où l'écuyer du roi, au XVIIIe siècle, faisait entraîner ses chevaux. Alors, le concept de la boîte dans la boîte, comme on peut le constater ici, c'est une construction, j'aurais tendance à dire entre guillemets traditionnelle, mais qui répond aux normes en vigueur au niveau énergétique et qui s'insère à l'intérieur d'un volume existant patrimonial et historique qui est le manège du château de Mathot. Cette intervention permet justement de pouvoir répondre non seulement aux normes énergétiques, mais au confort de tous les clients qui viennent passer des jours ici de vacances ou de repos dans ces chambres d'hôtes. Et puis, comme on le voit ici on a un genre de petit patio, c'est-à-dire que c'est un espace qui est directement en extérieur, vu que c'est non plus pas chauffé comme les écuries, mais qui permet de faire une circulation entre saisons, entre les chambres, et puis la sortie, le hall et les anciennes écuries. Ceci, effectivement, permet de bien redéfinir au niveau de la volumétrie le concept de la boîte, c'est-à-dire que du moment qu'on est à l'intérieur d'un bien patrimonial, on n'a plus l'impact du geste architectural, donc on peut être beaucoup plus libre dans sa conception. Et là, on a travaillé principalement sur des décalages de niveau et de hauteur, permettant justement de représenter un peu une imbrication de boîtes les unes dans les autres, alors que c'est une boîte entière à elle-même qui vit par elle-même à l'intérieur d'un volume patrimonial. Et comment le domaine gère les ressources en eau, électricité? Alors, le domaine gère les ressources, je dirais, en électricité ou
on a, durant ce projet, souhaité effectivement rentrer dans une question d'énergie renouvelable qui est le captage solaire. Et puis, à l'entrée dans le jardin du château, le parc, nous avons pu réaliser un couvert à voiture qui est entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques et puis qui permet de produire plus ou moins entre 30 et 40% de l'énergie nécessaire au fonctionnement du domaine. Et en ce qui concerne de la gestion des eaux, alors ces dernières étant dans une zone, enfin le domaine étant dans un ancien marécage, de la plaine de l'Orbe, il est déjà alimenté par une source et en général, tout ce qui est eau météorologique et tout, eux sont tout simplement écoulés dans le terrain et par filtration naturelle sans passer par un système d'évacuation d'eau avec des réseaux communaux. Voilà. Alors voici un des jardins à thème que nous présentons dans le cadre de Bienvenue au jardin. C'est la roseraie. Cette roseraie, elle a été conçue en 10 ans. J'ai mis 10 ans pour la faire. Dans le cadre de Bienvenue au jardin, qui est une organisation pour toute la Suisse romande où une trentaine de jardins particuliers peuvent s'ouvrir ainsi au public. On accueille les visiteurs sur rendez-vous. Et ces visiteurs, ainsi, on peut leur montrer tout le travail qu'on a élaboré durant les différentes saisons pour pouvoir rendre ce jardin le plus beau. Le jardin potager a été conçu, je pense, entre le XVIIIe et le XIXe siècle à la méthode française. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie avec un chemin central, un bassin central dans lequel arrivent par les 4 côtés des chemins et 4 carrés bordés de buis ornent ce potager à la française. Ces 4 carrés sont maintenant organisés de manière un peu différente qu'à l'époque. Dans l'un, j'ai créé une roseraie en 2007. Dans l'autre, nous avons notre potager où nous y mettons nos légumes courants pour notre famille. Et puis, dans le troisième, nous avons un poulailler qui abrite toute une série de poules qui nous donnent des jolis œufs pour notre clientèle au petit déjeuner. Et puis enfin, le dernier carré, nous avons choisi de le laisser en jachère afin de pouvoir accueillir le maximum d'abeilles, puisque nous avons également un rucher derrière le mur. Nous nous trouvons maintenant dans le jardin japonais. C'est un jardin que nous avons créé avec mon mari. On a creusé ce petit étang. On a désiré faire un petit havre de paix ici où on a même quelquefois des clients qui viennent faire du yoga pour méditer. Et autour de cet étang, avec ce petit jardin japonais, ce petit pont japonais, il y a cet érable. J'ai choisi des essences qui viennent justement de l'Orient, avec cet érable japonais avec des feuilles extrêmement fines et dentelées. On a ici des anémones du Japon également et un noisetier tortueux qui est taillé de manière tout à fait particulière pour lui donner une forme ramassée autour des fleurs de nénuphar.